suit le JT. Merci de nous rejoindre pour cette tranche d'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Et toujours avec plaisir que je vous retrouve pour cette édition d'information. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Amin Ahmed Idriss, a présidé à la base aérienne sergent-chef Adji Koussé la cérémonie d'adieu aux 78 officiers de l'armée de l'air récemment admis à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie sobre mais riche en symboles placée sous le sceau de la reconnaissance envers ces hommes et femmes ayant loyalement servi la nation tchadienne. Maïdik Semsadok. Après plusieurs décennies de loyaux services rendus à la patrie, 78 officiers de l'armée de l'air tirent leur révérence. Leur état de service, marqué par l'engagement, la discipline et le sens du devoir, ont été salués à l'occasion d'une cérémonie officielle d'adieu organisée en leur honneur par le haut commandant de l'armée de l'air. Prenant la parole au nom des récipiendaires, le colonel à la retraite, Mohamed Abdoulaye Moussa, a exprimé avec une profonde émotion la gratitude des anciens officiers envers la hiérarchie militaire. Selon lui, cette cérémonie représente un geste de reconnaissance significatif à l'égard de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre l'intégrité du territoire national. Jour pour jour, les décennies ont été écoulées et voilà aujourd'hui 77 aviateurs ayant pris le train commun pour une destination commune qui s'appelle servir la nation sont arrivés en fin de parcours. C'est un chemin dur, rugueux, tortueux, plein d'éléments. Mais on ne peut rien forger pour y arriver à ce qu'on appelle le destin. De son côté, le général de corps aérien Amin Ahmed Idriss a rendu un vibrant hommage à ces hommes désormais anciens collaborateurs, saluant leur bravoure, leur sens du sacrifice, leur contribution au renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de l'air tchadienne. Conformément au texte en vigueur dans l'armée nationale tchadienne, le chef d'état-major général des armées a signé des attestations de cessation de service et de somme. C'est pourquoi plusieurs militaires des forces de défense et de sécurité ayant atteint la limite d'âge sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Conformément au règlement en vigueur au sein des forces armées de sécurité, des certificats de service ont été officiellement signés et remis aux intéressés. La cérémonie s'est clôturée par la remise solennelle d'attestation de reconnaissance en présence de parents, amis et frères d'armes venus partager ce moment mémorable. Restons toujours avec ces papas et mamans qui sont aujourd'hui à la retraite. Ils expriment leur satisfaction pour avoir servi leur pays avec dévouement et rigueur. Les voici dans des propos recueillis par Maïdik Semsadok. Je suis heureux parce que si je continue encore le service, je risque de finir ma vie en plein air. Parce que j'ai travaillé, aujourd'hui je suis retraité à 58 ans de service. Alors je suis vraiment heureux. Et si je rentre, et si j'ai un peu de mon droit, je pourrais m'aider aussi sur ma petite famille et ma grande famille. En tant qu'un électricien, j'ai commencé le travail d'électricité là en bas âge dans l'armée. Et jusqu'à finalement, j'ai fini par être enseignant. J'enseigne aux génie militaires de l'armée. Aujourd'hui, je suis affecté à SAR. J'ai mis 2 ans. Et ça n'a pas fini comme ça pour mon service, je suis content. Dieu merci, si tu vas à la retraite en bonne santé, sur tes 2 pieds, tu rends grâce à Dieu. Et maintenant, tu demanderas à Dieu de t'aider à t'engager sur une nouvelle vie. Et sinon, merci pour ces années. J'ai servi avec dévouement, avec gratitude, avec un bon cœur, de plein cœur, mon pays. Ça fait plus de 30 ans, ça fait 38 ans que j'ai servi mon pays dans l'armée de l'air, où j'ai bravé des moments difficiles. En tant qu'aviateur, j'ai connu des moments difficiles, que ce soit en l'air
au sol dans mes services. C'est par la grâce de Dieu que je suis en vie là. Et je rends grâce à Dieu et je remercie mon pays qui m'a utilisé pour que je le serve fidèlement. J'ai fait presque 38 ans dans l'année. Là, c'est beaucoup. Je remercie à mon Dieu qu'il m'a fait tout. Je suis retraité en bonne santé. Je remercie à mon Dieu et je remercie à cet état-major de l'armée de l'air. Comme base et première tout-tiers et archer, comme base tout-tiers et archer. Ils ont enseigné dans des écoles reculées, soigné dans des dispensaires précaires, administré l'État avec abnégation, édifié les infrastructures nationales au prix d'innombrables sacrifices. Pendant 30 ou 40 années de loyaux services, ces hommes et femmes ont contribué souvent dans l'ombre à poser les fondations du Tchad contemporain. Aujourd'hui, au moment où ils devraient bénéficier d'un repos bien mérité, la retraite se révèle pour beaucoup d'entre eux comme une traversée du désert marquée par la précarité, l'abandon, les retards de paiement chroniques et l'humiliation silencieuse. Rendons hommage plutôt à ces hommes et femmes qui ont tout donné pour leur pays avec Fulbert Oumana. Un matin ordinaire devant les guichets de la Caisse nationale des retraites du Tchad, CNRT. Une foule silencieuse s'étire sur des dizaines de mètres, des corps fatigués, des mains tremblantes agrippées des dossiers erronés. Ces personnes âgées, jadis garantes de l'administration publique, viennent réclamer leur dû. Pour certains, cela fait plusieurs mois qu'ils n'ont perçu aucune pension. D'autres désespérés se voient contraints de motiver certains agents pour accélérer la procédure. Une corruption insidieuse, symptomatique d'un système profondément défaillant. La CNRT, censée être l'incarnation de la reconnaissance nationale, cristallise aujourd'hui les frustrations. Engluée dans des difficultés financières récurrentes, son incapacité à honorer ses engagements suscite une vague d'interrogations. Qu'est-il advenu des cotisations prélevées durant des décennies? Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à assainir durablement ce système? Le silence officiel alimente le soupçon et l'amertume. Certes, les autorités évoquent des audits internes, de réformes structurelles ou encore la digitalisation des fichiers, mais sur le terrain, la situation demeure inchangée. La majorité des retraités vivent dans l'angoisse de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, de tomber malades sans couverture médicale, voire de s'éteindre dans l'oubli. Les femmes retraitées et veuves, pour la plupart, sont les plus vulnérables. Dépourvues de toute protection sociale adaptée, elles survivent dans un isolement cruel. À l'échelle institutionnelle, les spécialistes sont unanimes. Le système est obsolète, inéquitable et mal gouverné. L'inefficacité chronique, les lenteurs administratives et l'opacité dans la gestion des fonds alimentent une défiance généralisée. Des voix s'élèvent pour réclamer un changement radical, la mise en place d'un revenu minimum garanti, la réforme en profondeur du mécanisme de prévoyance sociale ou encore une gouvernance plus transparente. Ces pistes, bien que régulièrement évoquées, peinent à se traduire en actes concrets. Selon les sociologues et les syndicalistes, cette situation illustre une rupture inquiétante du contrat social entre l'État et les anciens serviteurs, un signal d'alarme pour ces jeunes générations de fonctionnaires. Garantir une retraite digne à celles et ceux qui ont construit la nation n'est ni une faveur ni un privilège. C'est une exigence morale, sociale et politique. C'est aussi un marqueur du respect que la République accorde à ses bâtisseurs. Reléguer la question des retraites à une variable ajustement budgétaire serait une faute historique. Le redressement du système doit être rapide, structurel et durable. À l'heure où le Tchad aspire à se reconstruire institutionnellement, rendre leur dignité aux retraités est un acte fondateur de la refondation nationale. Ces débats ne sauraient se limiter à une vague émotionnelle. Il doit être le socle d'un engagement ferme, lucide et durable en faveur d'un nouveau pacte républicain, celui d'une retraite digne, juste et respectueuse. Car servir l'État ne devrait jamais être synonyme de souffrance, mais bien de reconnaissance.
Tout autre chose à présent, le Tchad est de plus en plus vulnérable face au dérèglement climatique. Le sujet a été au cœur d'un atelier de restitution des résultats du round 10 des enquêtes sur le thème changement climatique au Tchad, des impacts vécus, une réponse publique attendue. La restitution a réuni des experts, des représentants des universités, des anciens chercheurs et des étudiants, bien entendu. Diana Nepitimbaye. L'atelier qui s'est tenu ce jour a pour objectif de sensibiliser l'opinion et les décideurs publics sur les causes et les effets du changement climatique sur le quotidien des citoyens ainsi que les stratégies d'adaptation. Loin des débats théoriques, les discussions ont mis en lumière les impacts vécus par les communautés en s'appuyant sur des études de terrain et des témoignages. L'apport des résultats de cette recherche déterminera, à n'en point douter, la réponse des décideurs au choc du changement climatique. De cette enquête transcende largement une simple compilation des statistiques. Elle incarne la voix authentique de nos concitoyens, nous relevant leurs perceptions les plus intimes, leurs attentes, leurs défis quotidiens, mais surtout leurs espoirs inébranlables pour un avenir meilleur. Il nous incombe, à nous chercheurs et universitaires, de porter cette voie précieuse avec la plus grande rigueur scientifique et une responsabilité exemplaire. Le professeur Amanta Tolum, vice-président de l'Université d'Injamena, qui a pris part de cette séance de restitution, a décliné le rôle que joue le domaine des recherches dans la société. Il a également marqué l'engagement de son institution quant à la prise en compte des résultats de cette recherche pour le bien de la population. À travers cette initiative, donc, notre université se positionne comme un espace de dialogue, de réflexion et surtout de proposition. Il ne s'agit pas seulement de produire des données, il s'agit d'en faire surtout des outils d'aide à la décision, des vrais leviers d'action pour renforcer la gouvernance, la participation citoyenne et le développement durable de notre pays. L'Université de N'Djamena, fidèle à sa mission de production, de transmission et surtout de valorisation des savoirs, s'engage résolument à soutenir la recherche appliquée, l'innovation et la contribution au développement national. Cet atelier de dissémination a souligné une fois de plus que le Tchad, bien qu'étant un contributeur marginal aux émissions de gaz à effet de serre, en subit les conséquences de plein fouet. D'après les données de l'enquête, 87% de la population pense que les pays riches devraient prendre des mesures urgentes pour atténuer le changement climatique et 91% pensent qu'ils doivent financer le Tchad à faire face aux impacts de ce phénomène mondial. D'un atelier à un autre, mais cette fois-ci nous sommes en santé. Un atelier qui est axé cette fois-ci sur le renforcement de capacité de conducteurs de minibus en milieu urbain. Une initiative du ministère de la Santé publique et de la Croix-Bleue tchadienne. Le duo tabac et alcool inquiète. Sur le plan mondial, la prévalence est estimée à plus, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, de 1,64 milliard de consommateurs. Le reportage de Majidem Alphonsine. L'usage abusif des substances psychoactives, en particulier l'alcool frélaté et le tabac, représente une menace sanitaire majeure. Consciente de cette réalité, la Croix-Bleue tchadienne, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, entend sensibiliser les catégories sociales les plus exposées, dont les conducteurs de transport en commun. Ces derniers jouent un rôle clé dans la sécurité des usagers et leur comportement a un impact direct sur la santé publique. Selon la docteure Nelodie Mbaïro, coordonnatrice du programme, le choix porté sur les chauffeurs de bus répond à une logique préventive, fondée sur les risques élevés d'accidents liés à la consommation de substances alérantes, la vigilance. Au vu des conséquences, surtout par rapport à l'exposition à la fumée du tabac, si nous ne travaillons pas avec des conducteurs, alors, dans l'ignorance, ils peuvent également fumer lors des conduites. Et ça peut exposer des milliers et des milliers de personnes. À son tour, le docteur Ndekem
Aristarque a rappelé que l'alcool frelaté et la fumée du tabac renferment des composants chimiques hautement toxiques, susceptibles de provoquer des maladies chroniques graves. La consommation de ces substances a beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. Cela a des conséquences sur le cœur, il va développer des maladies cardiovasculaires, il va développer également des maladies neurologiques, à savoir l'accident cardiovasculaire, qu'on appelle communément l'AVC. Du point de vue juridique, la législation tchadienne interdit strictement la consommation de tabac et l'exposition à sa fumée dans les espaces publics. La justice également a contribué à l'élaboration de la loi 10 portant répression de la consommation de l'alcool dans les lieux publics. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention a salué cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de renforcement de la couverture sanitaire et de protection des populations contre les facteurs de risque évitables. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, sensibilise inlassablement plusieurs cibles, notamment les enseignants, les élèves, les étudiants, et aujourd'hui nous sommes avec les responsables des transports publics. L'atelier vise à armer les conducteurs d'outils de compréhension pour mieux cerner les dangers liés aux produits frelatés et réduire l'exposition passive à la fumée du tabac. Un engagement ferme pour une société plus saine et plus responsable. Parlons culture au bas de cette édition d'information avant de nous séparer. Jadis, le mariage est régi par des normes sociales et familiales rigides et bien structurées. Mais au fil du temps, cette pratique s'est profondément transformée. Il est désormais le mariage, bien sûr, devenu dans bien de cas un choix librement consenti, fondé surtout sur l'amour entre les deux conjoints. Aïki Lydia. Autrefois, le mariage était avant tout une affaire de famille. L'union entre deux individus obéissait à des logiques d'alliance, de prestige social ou de renforcement des liens communautaires. L'amour, s'il venait, était souvent postérieur à l'union. Les critères de choix reposaient davantage sur la réputation de la famille, le comportement de la mère, perçu comme un modèle éducatif pour la future épouse, ou encore sur la position du père, garant des valeurs à transmettre à son fils. Les cérémonies étaient minutieusement codifié avec des rites traditionnels respectés et une forte implication des aînés, témoins et garants de la perpétuation des coutumes. L'individu s'effaçait au profit du collectif. Aujourd'hui, cette conception du mariage a évolué. L'amour romantique, le respect mutuel, la compatibilité psychologique et la quête d'épanouissement personnel sont devenus les fondements de l'union moderne. Les conjoints choisissent librement leurs partenaires, souvent indépendamment des considérations familiales. Le mariage contemporain se veut plus individualisé, parfois même désacralisé, incluant des éléments empruntés à diverses cultures, voire dénués de tout caractère traditionnel. Si cette évolution consacre l'autonomie du couple, elle soulève aussi des interrogations sur la durabilité de l'engagement dans un contexte où les intérêts personnels peuvent prévaloir sur la stabilité de l'union. Le mariage, entre-temps, on voit comment la fille est, on voit la famille de la fille et on voit aussi la famille de l'homme. Et c'est les parents qui choisissent la femme pour le garçon. Est-ce que la famille n'est pas sorcière? Est-ce que l'une des familles n'est pas Adiba, prostituée quelque part pour aller chez les parents? Alors le père donne les directives. Et si c'est le mariage de notre temps d'aujourd'hui, avec les garçons d'aujourd'hui là, ils se trouvent à l'école, ils se trouvent dans des rues, ils se trouvent dans les bars, et le premier mot c'est où es-tu? Je suis, est-ce que ta maman est à la maison? Non, elles sont parties au champ, hein, tu peux venir. Hein. Et ça commence comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de cas, des enfants ici que je connais très bien, des enfants que j'ai éduqués moi-même, des enfants que j'ai enseignés moi-même, là, qui sont devenus des pères d'enfants qu'on ne voit même pas qui est la femme.
Le mariage n'est plus ce qu'il était. Il est passé d'une institution collective régie par des codes ancestraux à une aventure à deux portées par des idéaux de liberté, d'amour et de réalisation de soi. Une mutation qui illustre le choc entre tradition et modernité, entre héritage culturel et aspiration contemporaine. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Prochain rendez-vous 19h30 avec Milamem Firmin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, 13h pile. Plaisir à Dieu.